Alors la dernière fois, vous aviez vaincu les loups de Toscane en Italia. Et donc suite à cette victoire, la compagnie se déplace, toujours en Italia. Et les jours passent. Et Vauban va faire des réclamations assez soutenues au capitaine Passeldia pour se plaindre de malaise qu'il aurait à être dirigé par Katrina. Et étant ressorti quand même de la dernière bataille de manière assez héroïque, en tout cas des échos qu'il a eus, il accepte de transférer Katrina vers une autre escouade et de la remplacer par l'un de ses amis fidèles et assez ancien, un certain Renzo Vitali, qui va prendre la direction de votre escouade. C'est un Sicilien. Eh, bonjour les amis. Donc il se présente à vous. Vous voyez qu'il a une allure. Déjà, il a une moustache très bien entretenue. Il a des vêtements assez légers, une cape, des bottes hautes et il a une rapière à la garde. Il a aussi un chapeau avec un large feutre et une plume assez imposante sur le chapeau, qui peut lui donner un petit style de mousquetaire. Je vous ping son illustration. C'est un homme âgé, il a la cinquantaine. Il a l'air moins âgé que Passeldia, mais il fait partie plutôt des vieux mercenaires de la compagnie. Donc, en se présentant à vous, il vous explique que il est attaché à la bravoure, aussi à l'honneur familial. Mais il vous dit que voilà, sa maman est morte il y a longtemps et il a l'impression que elle surveille ses actes et qu'elle guette que l'honneur familial de la famille Vitali soit bien sauvegardé par les actes de Renzo. Et bon, vous découvrez aussi dans son caractère qu'il est plutôt revanchard. Il n'oublie aucun affront, aucune insulte, et il ne supporte aucune défaite. Chacun de ses ennemis possède un compte où tout est soigneusement noté en attendant le jour du règlement de l'addition. Et il a ce trait, cette valeur morale commune à Passeldia d'être courageux. Il a la valeur de la bravoure. Il est prêt à faire face à tous les dangers, il essaiera toujours de contrôler sa peur, et s'il doit prendre la fuite, ce sera devant une menace implacable, imparable. Donc comme il vous dit qu'il vient de Sicilia, il vous raconte au coin du feu, dans les jours qui passent, lors des déplacements de la compagnie, qu'il a fui les guerres mafieuses de son île natale, pour un avenir plus radieux au sein de compagnies de mercenaires et que quand il a rencontré Passeldia, il y a vu l'espoir de vivre plus vieux. Et donc il a rallié sa compagnie et au fil des campagnes militaires, il est devenu un fidèle compagnon d'aventure de Passeldia, qu'il a connu depuis ses débuts en Italia. Et donc, ces histoires semblent indiquer que Renzo est un baroudeur fiable et ami du capitaine.
Et vous faites aussi la connaissance de deux nouvelles recrues qui se démarquent un petit peu de la masse du groupe, avec Kleindorf, un, un personnage qui a une trentaine d'années, qui est balafré, qui a l'air d'avoir baroudé lui aussi, mais qui n'est pas trop taillé pour les batailles. Il a une armure légère en cuir et, euh, et au fil des journées et des nuits, vous pouvez voir que il est très attaché à ses livres. Il lit beaucoup, c'est quelqu'un de lettré, de cultivé. Et est-ce que Kleindorf est plutôt ouvert ou et se fait discret dans les premiers jours de son recrutement dans la compagnie? Euh, non, dans un premier, il va pas spécialement aller vers les autres, mais juste passer du temps autant que possible à écouter, à essayer de comprendre un peu comment ça marche, qui dirige et pourquoi. Il est conscient du fait que il est pas forcément très charismatique, Hmm. donc il attend il cherche une opportunité de briller, mais à part ça, en fait, il va plutôt s'intéresser à qu'est-ce qui pousse comme plante dans le coin. Il sera sûrement très intéressé par s'il aperçoit Ranael ou d'autres mutants. Et ouais, Ranael est le plus visible, même s'il cache son visage, vu sa taille. Il a 14 de taille, donc il ressort et puis il est massif, il est musclé. Et les parties de peau qui sont à l'air libre, qui ne sont pas cachées par des vêtements ou une armure, indiquent une peau chitineuse avec, avec des pics. Ouais, peut-être que c'est sûrement un des premiers avec qui il essaiera d'échanger, essayer de discuter, essayer de le faire parler, essayer de comprendre, d'apprendre tout ce qui est possible d'apprendre de lui. La biologie est un domaine qui l'intéresse et donc il est très curieux de comment un humain peut devenir comme ça. Hmm. Mais il le dira jamais honnêtement. Ouais. Il se montrera sympathique pour le faire parler. Ok, bah tu peux faire un test de persuader, peut-être. Commencer. Persuadé, je suis à 27%. Ok, pas mal, pas mal. À 96. 96. Alors c'est 99 ou 100 la maladresse si vous êtes en dessous de 50% dans une compétence et c'est 100 si vous êtes au-dessus de 50. Donc il n'y a pas maladresse. Mais bon, Ranael n'est pas très ouvert à raconter son passé. Bon, il a l'air d'avoir un passé assez traumatisant. Donc Ranael lui-même ne va pas parler de son passé. En plus, il a un grade supérieur à simple soldat. Il est double solde, lui. Donc le grade un peu de vétéran chez les soldats. Et donc, il ne se sent pas obligé de répondre au nouveau venu Kleindorf, mais peut-être que Kleindorf pourra avoir ces informations-là auprès d'autres personnes dans la compagnie qui connaissent déjà peut-être Ranael. Et il y a aussi, alors Kleindorf n'est pas le seul nouveau dans l'escouade. Il y a aussi Lastico. C'est son surnom, Lastico. Il a 16 ans, c'est le plus jeune, il vient juste d'être enrôlé et il vous raconte que il vivait dans un petit village au bord de mer du beau pays d'Espagne avant que ses petites habitudes soient bouleversées et qu'il ne doive commencer une vie d'aventurier à cause d'un raid d'un navire grand breton qui a détruit complètement son village et qui a assassiné ou mis en fuite tous les gens qu'il connaissait. Entre autres, ses parents sont morts et ses amis ont disparu.
peut-être même capturé par ce navire un peu isolé Grand Breton qui est venu sans demander rien à personne. Hum. Bon, ses valeurs morales, c'est qu'il est obéissant, indépendant et il donne aussi beaucoup d'importance à l'amitié. Il a erré pendant quelques années en Europe avant de, euh, de se retrouver par malchance sur le champ de bataille de, des loups de Toscane et il s'est retrouvé entre la compagnie de Passeldia et voilà, il s'était caché parmi les cadavres et quand la nuit est tombée, il a rallié un des deux côtés. Il est allé du côté de votre compagnie, de la compagnie Passeldia, et il a demandé à être recruté pour essayer de survivre plus longtemps, parce que survivre seul, c'est compliqué dans l'Europe du tragique millénaire. Alors, il s'est dit que peut-être dans une compagnie de mercenaires, il aurait plus le temps de faire ses armes. Et il s'est enrôlé en tant que jeune soldat, en tant que recrue, parce qu'il a des capacités naturelles de combattant. Et assez rapidement, donc il s'appelle Fedrigo Herrero, c'est son nom spagnard, mais assez vite, dans l'escouade, voire même dans toute la compagnie, vous le surnommez l'Astico à cause de son jeune âge et de son côté sympathique et un peu naïf. Et vous avez aussi un nain, un homme de très petite taille qui s'appelle Arjen Youngers et qui est hollandien, tout comme Chris Spinner, votre chasseur. Arjen Younger se présente comme un savant et il est là pour soigner et pour sauver des vies, essayer de soigner des maladies, ce genre de choses. Et il est très proche de Vauban assez rapidement. Il aime traîner avec Vauban. Il découvre assez vite que Vauban est savant lui aussi. Et donc, il lui propose assez rapidement de pourquoi pas l'aider dans des recherches ou... Tu as dit qu'il concevait quoi comme des remèdes, c'est ça? Il est spécialisé dans la médecine. Ouais, ok. Mais je crois qu'il s'y connaît aussi en chimie. Il s'y connaît bien en chimie. Donc médecine et chimie, c'est ses deux spécialités. Et puis il sait aussi identifier les objets du monde ancien. Voilà. Et il a des connaissances diverses et variées de scientifiques en fait. Et au sein de la compagnie, il espère être protégé et pouvoir continuer à étudier et à, pourquoi pas, fabriquer des remèdes, soigner des gens. D'accord. Ouais, ben Vauban, ouais, il va l'aider avec ses propres moyens parce que Vauban aussi, il est pas mauvais en chimie. Hein. Très bien. Mais c'est surtout en mécanique qu'il est bon. Ouais. En général. Ouais. Et Chris Spinner, votre chasseur, est lui plutôt sympa, même s'il est moche comme un pou, et assez intelligent, mais assez malchanceux en général. Et bon, il essaye de vous ramener de la pitance régulièrement pour que vos repas ne
ne vous coûte pas trop cher. Alors, pour Vauban et Aliona qui avaient survécu à la précédente bataille, vous touchez une solde. Alors, comme Vauban a été héroïque, il va toucher 80 pièces d'argent. Donc, son or monte de 80 pièces d'argent. Et pour Aliona, elle est restée prudente en arrière. Elle va toucher... J'ai fait héroïque que sur le dernier. Ah, t'as fait sur le héroïque. dernier jet. Sur le dernier. Ok, bah tu vas toucher... Les 2 premiers, j'étais prudente et après, j'ai foncé dans le tas. Bah, tu vas toucher 60 pièces d'argent cette fois-ci. Voilà. Merci. Ok. Et donc, Klingdorf, on t'explique que la solde, ça varie entre 20 et 100 pièces d'argent par mois. Et donc, vous êtes dans les plaines d'Italia. Et vous croisez des locaux, des habitants qui vous racontent un peu ce qui se passe dans les alentours, qui vous expliquent qu'il y a 2 compagnies de mercenaires qui se sont affrontées violemment récemment, la semaine passée, à savoir les Teufelritters, une énorme compagnie de mercenaires extrêmement connue, extrêmement glorieuse, qui est réputée pour n'avoir jamais perdu une bataille. Et elle a affronté un groupe de sauvages mutants, cannibales, inhumains, monstrueux, qui se fait appeler les Seigneurs de Guerre, et qui est en théorie une compagnie de mercenaires aussi, mais qui est très indépendante et qui se paye elle-même en pillant et en massacrant tout sur son passage. Donc assez rapidement, le capitaine Passeldia fait passer le message à ses lieutenants qu'il y a des risques de croiser les seigneurs de guerre ou les Teufelritters dans la région et de se tenir prêts. Et ce qui devait arriver arriva. Un jour de la semaine, alors que vous êtes en déplacement, vous voyez au loin des hordes de combattants brutaux, habillés en peau d'animaux, avec des armes primitives, complètement sauvages et violents. Ils ont des armures de plaques bricolées à partir de pièces récupérées. C'est un patchwork de métal rouillé et de cuir usé qui témoigne de nombreuses batailles qu'ils ont traversées. Les armes sont tout aussi hétéroclites, allant des épées ébréchées aux haches de guerre maculées de sang. Leur bannière, un crâne déformé sur fond de lune rouge, est un symbole de terreur sur le champ de bataille. Alors que déjà plusieurs centaines de mètres vous séparent, vous devinez que leur apparence intimidante et leur équipement redoutable contribuent à leur réputation de violence. Est-ce que Manet, avec la longue vue que Vauban a, c'est possible par exemple de définir la menace un peu avant tout le monde, de jauger un peu leurs failles éventuellement, ou même voir si ils sortent d'une autre bataille ou s'ils sont en pleine forme, si
Ouais, disons s'il y avait un truc un petit peu qui sortirait du Non, ordinaire. ouais, ils sont assez usés. Ils ont perdu la précédente bataille contre les Tuffle-Ritters. Et donc ils ont l'air assez remontés pour gagner la prochaine. Et ils se mettent en ordre de marche et en ordre de guerre vers votre compagnie. Et donc Passeldia lance tout de suite les ordres à ses lieutenants pour vous mettre en position. Et une nouvelle bataille va se déclencher en début d'après-midi. Alors avec ta longue vue, tu peux repérer le chef de guerre des seigneurs de guerre, surnommé le boucher fumant. Ça, c'est comme ça qu'ont pu vous dire les locaux le nom du commandant des seigneurs de guerre. Et avec ta longue vue, je crois que la longue vue donne un bonus en voir, non ? Je crois que non, j'avais rien indiqué avec la longue vue. Je l'ai juste prise parce que je savais que ça allait être utile à des moments, mais on n'en a pas trop parlé, je crois. Ok, je vais te dire ça alors. Je regarde la longue vue, mais je crois que ça a un bonus en voir. Et il va y avoir un jet de voir si tu veux repérer le boucher fumant. La longue vue donne plus 30 en voir. Pour toute observation lointaine. Je te rappelle que le système de lentilles de la longue vue est extrêmement fragile, c'est pourquoi un étui solide en bois doublé de cuir la protège entre deux utilisations. Tout choc donné à la longue vue la détruit immédiatement. Allez, je vais tenter de repérer le chef du coup. Ouais. Donc attends, j'ai pas de conneries non plus, pardon. En voir, j'ai combien ? J'ai 17% avec mon bonus du coup, et ma base, qui est à 10. C'est ça, hein ? Ouais, je cherche ta longue vue dans ton équipement. En fait, elle est sur ma feuille, hein, je l'ai notée. Très bien. Ouais, je la note de mon côté aussi, mais je l'ai trouvé. T'avais noté aussi le mille-clés ? Ouais, voilà, c'est ça. Non, j'ai pas noté non plus le mille-clés. On regardera quand tu l'utiliseras. Ouais. T'inquiète. Alors, pour ton jet de voir, t'as combien en voir ? 47. T'as 17 ? J'ai 10% de base plus 7 avec le bonus. Ok, donc t'es à 17 de base. Et t'as 47 avec la longue vue. Si tu fais 17 ou moins, tu pourras faire une petite croix. Si tu fais 47 ou moins, tu réussis ton action seulement. Ça va. Allez, let's go. On y croit. Ce serait bien qu'on y voit quelque chose un peu. Hop. Non, c'est indécent. Et bien sûr, au moment où j'utilise ma longue vue, j'aimerais quand même m'entourer au minimum de, soit des Hollandais, soit de, pardon, j'oublie déjà son nom, Rizzo, non, c'est pas ça. Renzo, c'est votre lieutenant. Renzo. Ouais, voilà, Renzo Vitali. S'il est à proximité, je vais bien lui montrer que j'observe l'ennemi, le nouvel ennemi. Et puis on va voir, on va faire ce jet, voir. On y croit ? Ah bah non. Ouais, t'as pas repéré le boucher fumant. Après, si ça me donne des infos complémentaires que je peux partager, quand même, je vais le faire. Ouais, tu l'as aperçu, mais tu le perds dans la masse. D'accord ? Je vais le dire, ouais, j'ai aperçu leur chef, le boucher. Vauban, du coup, comme il perd la trace du type, il va vite ranger la longue vue et la mettre en sécurité. Alors, vous avez un avantage de votre côté grâce aux connaissances du capitaine Passeldia. Vous avez des ruines du tragique millénaire qui seront au centre et qui seront utilisées par les unités du capitaine Passeldia pendant la bataille. Et eux, de leur côté, ils ont aussi un avantage, c'est une zone plate de plaine qu'ils vont aussi utiliser au centre. Mais de toute manière, les seigneurs de guerre ne vont pas utiliser leur avantage parce qu'ils ne vont pas rester en défense, ils vont tout de suite se mettre en ordre de charge et ils vont charger sur le centre, le flanc droit et le flanc gauche de votre armée.
Et donc, du côté du capitaine Passeldia, ils auront un avantage. Ils utiliseront les ruines du tragique millénaire pour avoir un avantage pour réceptionner la charge. Et par contre, sur les flancs, vous n'aurez pas d'avantage et votre escouade est envoyée sur le flanc droit. Donc, au premier tour de bataille, alors la bataille a commencé à la mi-journée. Déjà, il y a toute la matinée qui est passée et sachant qu'à la nuit tombée, la bataille s'arrêtera sûrement. Donc la bataille va être courte mais violente. Donc les seigneurs de guerre attaquent sur vos 3 zones et Passeldia au premier tour se met en arrière pour pouvoir utiliser une réserve. Il va faire en sorte d'avoir un point d'effectif de réserve à l'arrière du front. Alors vous pouvez soit vous placer en réserve sur le front ou en première ligne, hein, les trois zones que vous pouvez utiliser pendant le champ de bataille. Sachant que si vous êtes en réserve, vous n'affronterez personne. Vauban, vu qu'il a réussi à faire pencher un peu la décision de Passeldia, la dernière fois vis-à-vis de Katarina, ouais. Il se dit que finalement ça paye de se montrer. Il va aller au centre avec son épée en main. Donc il ne suit pas son lieutenant. Ah pardon. Il est parti sur le flanc droit. Renzo Vitali. Oui, pardon. Je le suis, ouais, je le suis. Vous pouvez rester en réserve, hein, si vous voulez. Non, justement, moi je veux y aller, moi. Surtout vu la paye de la dernière fois. Ok. Tu veux de l'argent? Et aussi aussi du crédit, finalement, aussi. Ok. Si ma parole pèse, c'est bien. Aliona, tu veux faire quoi? Il y a Ranaël dans notre groupe? Ranaël suit Renzo Vitali. Et alors, ils vont sur le front du flanc droit. C'est les combattants, quoi, qui vont sur le front du flanc droit. Chris Spinner, il reste en réserve. Hein, pour info. Et Vilda aussi. Donc, flanc droit en arrière de la première ligne. Pas dans la première ligne du tout. D'accord, en arrière de la première ligne. Oui. Alors, en arrière du front, alors, parce que la première ligne, c'est jamais en arrière. T'es à l'impact. En arrière. Ok, et Kleindorf, tu veux te mettre où? Front. C'est bien ça, première ligne, front ou réserve. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Au front, ok. Derrière le front. On va voir par rapport à vos choix de... Non, moi, mon personnage derrière le front, mais par... Alors maintenant, vous décidez donc tous les trois de suivre Renzo Vitali et donc toutes les squads. Alors, pas toutes les squads, il y a plusieurs suivants qui restent en réserve comme Vilda ou Chris. Hein. Alors donc maintenant, vous devez choisir un peu votre comportement. Pendant le premier tour de combat, vous êtes prudent, héroïque ou téméraire? Prudent. D'accord. La dernière fois, je me suis pris un bon coup. Donc vous êtes à l'arrière du front Aliona et Kleindorf. Très bien. Et Vauban? On va dire téméraire. Téméraire? Ah ouais. Téméraire, c'est la première ligne. Hein. Non, le médian, c'est quoi alors du coup? C'est héroïque. Ah, héroïque. Héroïque, oui, putain. Non, je visais le médian. Ok. Ranaël, lui, il va aller en position téméraire et Renzo reste en position héroïque comme Vauban. Très bien. Donc, pour les prudents, vous lancez un D6. Alors, honneur aux dames. Aliona, vas-y.
un petit 3. Oui. Alors, tu subis une attaque d'un milicien en armure de cuir armé d'une pique, mais par-dessus l'épaule d'un combattant qui est devant toi. Tu sais, t'as pris un coup de lance à deux mains gratuite, quoi. Alors, Un coup de lance perdu. Un coup de chasse. c'est pas sûr que tu sois touché déjà. T'inquiète pas. Hop. 30% de chance d'être touché. 39, t'es pas touché par l'attaque de lance. Oui. Si tu veux, tu peux, mettre aussi un coup à ce milicien. Enfin, c'est pas un milicien, c'est un soldat barbare sauvage des seigneurs de guerre. Je peux l'attaquer au bâton à deux mains? Ouais, absolument, t'as la portée. Ouais. Tout à fait. On va l'attaquer au bâton à deux mains. Avec une arme longue, une arme à deux mains, tu peux parfaitement l'atteindre. Donc toi aussi, tu frappes par-dessus l'épaule du guerrier qui est devant toi. Oui. Ok. T'as combien en L'attaque de mon Ouais, t'as combien l'attaque du bâton, je suis à 27. 27. Allez. Essaye de te venger là de la tentative de blessure qu'on t'a fait. Ah zut. Ah, 34. Bon, c'est pas loin, mais tu touches pas. Ok, très bien. Kleindorf. Prudent. Ah, 6. Ok. Alors, Kleindorf, t'es un peu poussé en avant. Et tu te prends une attaque d'un des lieutenants des seigneurs de guerre. Il est en armure de plaque rafistolée. Il a un vieux bouclier ébréché. Et il utilise une épée large. Une épée large pour te frapper. Il a 50% de chance de te toucher. Et il fait 10. Il te touche. Adieu, Kleindorf. Alors, tu peux te défendre. il te frappe avec une arme intermédiaire. T'as quoi comme type d'arme pour te défendre? Je suis à l'épée longue. Ok. Ça marche, c'est une arme intermédiaire, l'épée longue. Et je crois que t'as aussi un bouclier. Ou tu l'as pas acheté? Je sais utiliser le bouclier, mais j'en ai tu pas. l'as pas acheté. Ok. Bon, bah ça va être l'épée longue pour te défendre. Donc j'ai 21 en parade. Oh, ok. 32. Et ça ne passe pas. Alors, il va t'infliger 1 d8 plus 1 plus d6. 9. Il te fait 12 de dégâts. L'armure, elle entre en jeu comment déjà? Bah, c'est maintenant. Armure de cuir, t'as une valeur d'armure d'un d6 moins 1. Un des 6 moins 1. T'es protégé de 2 points d'armure, donc tu perds 10 points de vie. Oh, donc il doit y avoir blessure majeure là, hein, je pense. Ouais. Ah oui, complètement. Oh, aïe, 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 aïe. Oh putain. Bon bah Kleindorf s'écroule. Déjà, pour lui la bataille est finie. Par contre tu perds pas connaissance, puisque c'est à partir de 2 points de vie que tu perds connaissance, mais t'as une hémorragie, enfin il va falloir qu'on te soigne la blessure majeure. Alors, je vais t'indiquer ce que c'est, le type de blessure majeure. Je lance un dé100, si je fais moins de 50, tout va bien. 27, ça sera une cicatrice. Ça sera une grosse cicatrice. Encore une. À la tête. Encore une. Ah, peut-être que ta balafre, tu l'attrapes maintenant. Ouais, donc t'es grièvement touché, t'as Youngers le nain qui vient vers toi pour t'extraire. Il te traîne en dehors du front et pour te soigner. Il était aussi lui resté en réserve.
Arienne Youngers. Oh non. Donc à la fin du premier tour, le flanc gauche est violemment mis à mal et le capitaine Passeldia part sur le front du centre et envoie la réserve sur le flanc gauche. Kleindorf, toi t'es traîné en arrière grâce à Arienne Youngers qui va essayer de te soigner. Alors, ses premiers soins, est-ce qu'il a premiers soins? Je suis pas sûr. Hein. Mais il a connaissance de la médecine. Ah, beaucoup. Ouais. Bon, il va essayer d'arrêter au moins ton hémorragie, mais il pourra pas te faire regagner les points de vie. Normalement, s'il fait pas 100 au descend, il te sauve. Tout va bien. Tout va bien. Il arrête l'hémorragie et il te fait un bandage sur le visage et sur le crâne pour arrêter le saignement et pour te stabiliser. Et comme tu es encore conscient, il te parle et voilà, il te dit que voilà, tant que tu perds pas connaissance, t'es pas en danger de mort. Il essaie de te calmer comme il peut. Donc le premier tour est très violent et le flanc gauche de votre escouade, de votre compagnie est à la limite de céder. Et c'est pour ça que votre capitaine envoie la réserve sur le flanc gauche. Et ensuite, lui, il rejoint au front le centre. Et au deuxième tour de combat... dites-moi, Aliona et Vauban, vos positions. Alors, Vauban... T'as pas joué le premier tour, ouais, Vauban. c'est vrai, j'ai pas fait ton premier tour, Vauban, et tu m'as dit que tu étais héroïque. Donc, lance un D8. C'est un D8, ouais. Un D8. Ah, let's go. Absolument. Ah, parfait. Tu es à l'abri dans les rangs de ton armée au premier tour, Vauban. Aucun problème pour toi. Ok. Mais peut-être que je peux voir un peu mieux ce qui se passe, du coup, non? Ouais. En tout cas, ça permettrait de capter que... Sur le flanc droit... le nouveau. Renzo Vitali et Ranael sont en train d'écharper leurs adversaires et Ranael n'est pas en difficulté alors qu'il est sur la première ligne. Ah, d'accord. Et je peux pas voir Kleindorf derrière qui tombe? Non. Je suis pas le seul à tomber. Et Ouais. T'inquiète pas pour moi, je suis sauf. Je perdrai pas plus de vie. Et comme dit Kleindorf, il est pas le seul à tomber. Hein. Même si sur votre flanc droit, vous percez quand même, vous êtes très efficace et vous avez peu de pertes. Hein. Encore que au premier tour. Alors vous avez peu de pertes, mais en face aussi, ils sont plutôt résistants. À part quelques blessés graves de ci de là, comme Kleindorf, ou quelques barbares, quelques brutes des seigneurs de guerre, il y a peu de pertes et c'est plutôt équilibré. Le flanc droit ne cède pas ni de l'un côté ni de l'autre. Au centre, les lieutenants sont pas mal repoussés, mais bon, le capitaine Passeldia va les rejoindre. Et au flanc gauche, c'était à la limite de craquer et la réserve a été envoyée là-bas. Au deuxième tour, vous avez pour Vauban et Aliona, vous avez quel comportement? Pareil que tout à l'heure. Hein. Prudent pour Aliona et pareil héroïque pour Vauban? Ouais. Ok. Ouais. Bon, Renzo, lui, il avance en première ligne. Il se bat à la rapière avec rapidité et violence. Et à un certain moment, il sort même un pistolet à rouet. Donc un vieux pistolet style 17e siècle, un pistolet un coup avec de la poudre et une bille de métal, quoi.
Et il tire une fois, mais bon, ça n'a que très peu d'effet. Et ensuite, il continue à la rapière et sort même un brise-lame, son arme secondaire, pour essayer de briser l'arme qu'utilise son adversaire. Alors, Aliona, tu as un D6 à lancer pour savoir ce qui se passe. Alors, 3. À nouveau, tu te prends une attaque de pique à deux mains. C'est peut-être le même adversaire hein, qu'il y a plusieurs heures. Vous vous retrouvez à nouveau. C'est un milicien, il est en armure de cuir, il a une pique à deux mains et il a 30% de chance de te toucher. Et il fait 20, il te touche. Aïe. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'as combien en dextérité En dextérité, je suis pas génial, mais ça devrait aller. Je recherche, je me fiche, voilà. Dextérité, donc 9. D'accord, ok, donc il a frappé avant toi. Donc il t'a touché. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais essayer de leur donner un coup. Tu veux peut-être te protéger? Oui, parce que ça pique va te faire des dégâts. Hein, ouais. si tu te protèges pas. Est-ce que ça peut parer avec le bâton Ouais. C'est une arme à deux mains. Contre une arme à deux mains, tu peux parfaitement parer l'attaque de la pique. Donc avec le bâton, j'ai une parade de 26. Ok. Donc tu ne parades pas. Tu te prends les dégâts. Il inflige 1 des 10 plus 1 avec sa pique à deux mains. Il te fait 4 points de dégâts. Est-ce que tu as une armure? Oui. J'ai mon armure en cuir. Donc la protection, c'est un... Alors, soit c'est une armure en cuir et c'est un D6-1, soit c'est cuir et anneau et c'est un D6. Cuir et anneau. Ah oui, ok, donc c'est un D6. Ah oui, d'accord. Balance un D6. Tu as 4 points d'armure contre ces 4 points de dégâts. Ton armure t'a protégé. Et donc ça, tu peux l'attaquer si tu veux maintenant en réponse. Je l'attaque. Hein. Donc, comme tout à l'heure, 27 avec le bâton. Oh, très bien. On essaye. On essaye. De l'avoir ce coup-ci, là, le petit chenapan. Le petit chenapan. Oh, dommage. Toujours. Ça rate. Et Vauban, toujours en héroïque, positionnement avec un D8. Yes. 2, mais dis donc... Alors, t'es victime d'une explosion d'une arme de jet. Quoi? Ouais, Non. Si, d'une arme d'artillerie. Oh, c'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Alors l'explosion te touche pas directement, ça explose à côté de tes pieds et donc tu perds un D8 plus 2 points de vie, mais ton armure peut te protéger. Donc il y a 9 points de dégâts. Super. Ouais. Sachant que mon armure c'est un D10 plus 2. Ouais, ils ont utilisé une catapulte et il y a un boulet enflammé en fait qui s'est écrasé à tes pieds. Alors là, comme c'est 9 points de dégâts, c'est pratiquement sur toi hein, que tu prends le boulet. Il y a Vauban qui va peut-être lâcher une exclamation absurde du style au nom de l'empereur. Enterrez mon il va se ressaisir. Enterrez mon masque si j'y passe. c'est ça. Il va se ressaisir après, réalisant qu'il n'est pas tout à fait mort. Je vais faire un D10. Aïe, 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 aïe.
Ah, ça commence bien. Enfin bon, au début, j'étais bien quand même. Ouais, t'étais bien, mais là, moins. Oh, 12. Ben nickel. Oh, l'armure de plaque 12. qui 12 te total. protège totalement. Donc tous les éclats de terre et de flammes du boulet, en fait, viennent ricocher sur les plaques de métal de ton armure de plaque européenne, rutilante, voilà, que tu entretiens chaque jour. Et là, elle vient de te sauver la vie, hein, ou en tout cas, une bonne partie de tes points de vie. Ça fait déjà 2 fois qu'elle me sauve la vie. Et Deux fois. le tour 2 se termine par un énorme massacre du flanc gauche. Les seigneurs de la guerre brisent votre compagnie. Ils détruisent le flanc gauche et les survivants s'enfuient. Entre autres, on va dire que Chryse et Vilda s'en sortent en restant prudents et donc ils évitent le massacre, mais le flanc gauche est annihilé, et ce qui fait que vous allez perdre la bataille. Mais alors que le tour 3 doit commencer et que la nuit commence à tomber, au centre, il y a un affrontement qui s'est passé entre le boucher fumant et Passeldia au tour 2. Et la tête du seigneur de guerre a volé dans les mains de ses hommes derrière lui. Donc une brume nocturne se lève sur le champ de bataille et Passeldia, ensanglanté, ressort des ruines accompagné de ses lieutenants et regroupe les survivants de la compagnie. Il vous dit qu'il a eu le temps de tuer le commandant adverse et que la nuit et la brume ont empêché les seigneurs de guerre de massacrer toute la compagnie, mais qu'il va falloir battre en retraite. Vous avez perdu, dans votre compagnie, vous avez perdu 3500 hommes. Ah ouais, ça réduit. Hein. Ouais, vous n'êtes plus que 1500 sur les 5000 où vous étiez. Vous avez affronté pendant la journée 7000 hommes, et à la nuit tombée, les seigneurs de la guerre ne sont plus que 3500 hommes. Eux aussi ont perdu ils ont eu autant de morts que vous. Ils ont perdu la moitié de leur effectif. Donc vous regroupez dans votre escouade autour de Renzo Vitali, qui prend des nouvelles des différents blessés de l'escouade. Donc il y a Ariane qui dit que Kleindorf est hors de danger, Chris, Spinner et Vilda vous rejoignent, et dans les autres escouades, ça compte aussi les morts. L'Astico a été sauvé par Ranael, qui a survécu lui aussi. Et donc, on va dire que les personnalités importantes de votre escouade n'ont pas été tués ce jour-là. D'accord, une cuisante défaite quand même. Ouais. Ah yes. Ça se joue parce qu'en face ils ont quand même perdu leur chef, quoi. Donc, ils ont perdu leur chef, ouais. Et c'était une possibilité de déroute aussi pour eux. La perte du commandant. Mais comme vous aviez perdu complètement le flanc gauche, normalement, la bataille était perdue pour vous. Numériquement, en fait, il vous aurait submergé si la nuit n'était pas tombée. Donc, au lieu de poser les tentes et de vous reposer et de soigner les blessures, les ordres sont donnés que tout le monde se mette en marche, et en marche forcée,
et de partir et de quitter le champ de bataille pour éviter le lendemain d'avoir à réaffronter les 3500 barbares de la compagnie des seigneurs de la guerre. Donc comme vous êtes sur les terres d'Italia, votre capitaine connaît quand même pas mal les régions et vous fait passer par des endroits un peu entre des bois et des vallées dans la nuit. Il y a eu pour ordre qu'aucune torche ne soit allumée, aucune lanterne. Vous vous déplacez dans l'obscurité. Et on demande à ce que de faire le moins de bruit possible avec les chevaux. Et donc c'est un repli stratégique finalement qui est ordonné. Et vous marchez comme ça, une marche forcée pendant toute la nuit jusqu'au petit matin. Au petit matin, vous vous êtes écarté assez nettement du champ de bataille. Vous pouvez espérer que il va y avoir un peu de temps qui va s'écouler avant que les seigneurs de la guerre ne vous recherchent, ou en tout cas ne vous trouvent, parce qu'ils vont forcément essayer de vous chercher pour au moins venger la mort de leur commandant. En tout cas, le capitaine Passeldia en est persuadé, et donc il fait quand même arrêter la marche forcée au petit matin et vous donne quelques heures pour vous reposer. Vous pouvez vous nourrir et vous hydrater. Et puis, vous pouvez prendre des nouvelles un peu des blessés et reprendre vos esprits. Vauban, il va essayer de participer aux soins des blessés. Ouais. Donc, Arienne t'indique les blessés qu'il a stabilisés et il te dit que si toi tu veux intervenir aussi, il t'indique sur quels hommes tu peux essayer d'utiliser tes connaissances de premier secours. Et entre autres, il y a Kleindorf qui a pris une blessure majeure. Ok. Eh ben, on va s'atteler à essayer de le soigner. Sachant que en premier soin, j'ai 55. Ouais. Donc changer les bandages, nettoyer la plaie. Ouais. Après en médecine, j'ai 39. En médecine, t'as pas besoin d'utiliser puisque Arienne l'a utilisé. Mais il a pas premier soin par contre, Arienne, donc il a pu que stabiliser avec connaissance de la médecine. Allez, je jette le dé, on va voir ça. Eh ben nickel. 33. C'est une réussite. C'est une réussite. Est-ce que premier soin, tu peux cocher une case en premier soin? Je crois que oui. Ah bien, ouais. Eh bien, tu peux. En fait, je vais le noter. Je vais le prendre sur ma note, ça, tout de suite. Attends. Plus simple. Hop. Ça fait regagner un des 3 points de vie immédiatement à Kleindorf. Et c'est à moi ou à lui de le faire? À toi. Ouais, un des 3. Alors, je vérifie si c'est un des 3 plus 1 ou juste un des 3, mais je crois que c'est un des 3. Un des 3, tu fais un D6 divisé par 2? Ouais, c'est ça. Un D6 divisé par 2 pour avoir un résultat d'un des 3, arrondi au supérieur. Je vérifie quand même pour premier soin. Premier soin. Ouais, c'est ça. C'est un des 3 points de vie pour une blessure, mais il en a pris qu'une. Donc, et si tu fais un critique, c'est un des 3 plus 3 points de vie que tu fais regagner et tu annules les effets à long terme d'une blessure majeure. Si tu fais un critique en premier soin. Ok. Mais là, c'est juste une réussite normale. Un D6 divisé par 2, ouais. Ouais, allez. Pour un D3. Ouais. Ah, super. Donc c'est un point de vie regagné par Kleindorf. J'avais grillé ma chance de la semaine.
Donc pour l'instant il te manque 9 points de vie, donc temporairement tu es à 10 en dex au lieu de 12, puisque tous les 4 points de vue perdus, tu as un point de dex en moins tant que tu n'as pas récupéré. Il est conscient, du coup Ouais. Il est resté conscient toute la bataille et toute la nuit de marche forcée, il était conscient. Ouais. Et quand tu l'as soigné, il était conscient. Ouais. Est-ce que je peux pas essayer d'en profiter pour regarder dans les réserves ou ce genre de choses, si je peux pas essayer de bricoler des remèdes ou genre de trucs qui pourraient peut-être aider aux soins Il n'y a pas trop de produits général pour ce genre de choses. C'est plus de la nourriture et de l'eau en fait pour la compagnie en général. Oui, le temps de pause le matin suffira pas à essayer de trouver des plantes dans les environs. Ouais, tu peux le faire, mais la fatigue va te gagner. Mon perso a de toute façon, mon perso a surtout besoin de se reposer. Ouais, mais on va, en fait, voyant la gravité des dégâts, je pense que Vauban, lui, il va faire un signe à l'Astico et lui demander de faire ça sur le champ, en fait. Par exemple. Faire quoi ? Lui aussi a besoin de se reposer, il était en marche rapide toute la nuit. Oh, il est jeune. l'Astico est obéissant. Hein, Ouais, il récupérera vite, va. Alors, tu lui demandes de quoi ? De chercher des plantes ? Je sais que comme il est pas forcément nul non plus à ce jeu-là, et je vais lui dire essaie de faire quelque chose pour... C'est une recrue guerrier, hein, l'Astico. Ouais, mais il a des connaissances quand même, non ? Pas en plantes, non. Ah merde, je pensais. Ouais. Ok. Non, moi je visais ça, je profitais du truc parce que c'est une des spécialités de mon perso. Oui, bien sûr, ouais. Il te ramène des pissenlits. Là, mais il aurait mieux fait de se reposer. Il aurait mieux fait de se reposer. Non, laisse tomber. T'inquiète, il n'y a pas de mal. Vous avez dérivé vers l'est de l'Italia, en fait. Et donc, après, vous êtes reposé pendant la matinée, mais sans dormir. Hein, juste un repos minimum pour récupérer de la marche forcée toute la nuit. Vous reprenez à nouveau une marche forcée dans l'après-midi pour continuer à vous décaler, à vous écarter du champ de bataille où vous étiez la veille. Et après quelques jours, vous réussissez à bien vous cacher dans une forêt. Kleindorf regagne à nouveau un point de vie avec plusieurs jours qui viennent de passer. Les escouades peuvent un peu plus se reposer dans la forêt. Vous êtes dans la région de Padia. Et donc le capitaine Passelia, le soir de cette fin de semaine, convoque les lieutenants pour discuter de la suite. Alors vous êtes en sous-effectif, votre armée n'a jamais été aussi petite. Et bientôt, le lendemain, puisque vous dormez, au petit matin, Renzo vous fait un débrief de ce qui a été discuté la veille avec le capitaine. Et donc le capitaine a ordonné au lieutenant de disperser les escouades et de partir vers la Slovaquie pour recruter de nouveaux combattants et suivants. Donc Renzo vous dit que toute la saison d'hiver va servir à la dispersion et au recrutement. Et donc dès les premiers jours du printemps, le rendez-vous a été donné à Padia, Italia, de toutes les escouades de se retrouver. Alors comme c'est une dispersion, il y a certaines escouades qui vont partir vers la Slovaquie, d'autres vers la Tchéquie et d'autres vers l'Autriche. Et le capitaine Passelia, par exemple, lui, il va partir vers la Suède
qui est le bastion des compagnies mercenaires et qui va essayer d'expliquer politiquement le problème et le danger des seigneurs de guerre aux autres compagnies mercenaires qui ne sont pas en campagne militaire. Et donc Renzo vous explique que vous allez partir vers la Slovaquie. Donc vous allez longer la mer Adriatique, quitter l'Italia et entrer en Slovaquie. Là où il y a théoriquement 10 villages côtiers qui pourront être des zones de récupération de vivres et de potentiel aussi recrutement possible pour votre escouade. Et ça va vous prendre plusieurs semaines. Donc vous partez sur les routes et avec les jours qui passent, vos Kleindorf, Aliona et Vauban peuvent faire plus ample connaissance et bien sûr pendant ce temps-là, les points de vie de Kleindorf remontent et bientôt donc il regagne 5 points de vie supplémentaires. Et donc je suis revenu à 10 de dex, c'est ça? Et t'es revenu à 12 de dex. Ouais, tout à fait. T'as pu tes malus et il te reste encore quelques points de vie à récupérer, mais dans l'ensemble, tu gardes le bandage sur le crâne, mais bon, la cicatrice a bien séché. J'avais perdu un peu de vie lors de la bataille d'avant, j'ai récupéré. Oui. T'avais perdu un point de vie, oui, tu t'as récupéré tes points de vie. Exact, moi aussi, ouais. J'étais à 5 sur 10. Oula. C'était pas mieux. Ouais, bien vu, ouais. Je vais aider, mais la moitié. Il est midlife, il faut son héroïque. GG, c'était héroïque. Ah oui, parce que je suis inconscient, moi. C'est de l'héroïsme inconscient, c'est autre chose. Faut pas le dire. Voilà, pour l'instant, vous n'avez pas encore votre solde parce qu'il n'y a qu'une quinzaine de jours qui se sont déroulés depuis la bataille, où vous avez voyagé, vous avez longé la mer Adriatique pour atteindre la Slovaquie. Mais voilà, dans une quinzaine de jours supplémentaires, normalement, Renzo doit à nouveau vous payer votre solde. À vous et à toute l'escouade. Vous êtes guidé par Chris, c'est Chris Spinner, votre chasseur qui vous sert d'éclaireur en fait pour votre escouade. Et Ranael et Elastico sont aux avant-postes non loin de Renzo Vitali et les autres, vous êtes plutôt à l'arrière de l'escouade, Vilda, Kleindorf, Aliona et Arienne et Vauban. Et est-ce que le voyage en Slovaquie il peut être dangereux ou on va dire c'est une formalité plutôt? C'est une formalité, les bandits n'osent pas vous attaquer vu comment vous êtes équipés. Vous n'êtes qu'une petite escouade, mais vous êtes quand même près d'une centaine, enfin non, vous êtes au moins une cinquantaine de personnes, dont la moitié, voire un peu plus, sont équipés pour la guerre, avec armure de plaque et plusieurs armes sur soi. Le cliquetis de vos déplacements fait pas mal fuir les bandits téméraires. Ok. Donc pendant la quinzaine de jours, vous pouvez un petit peu plus parler de vos personnages entre vous, Kleindorf, Aliona et Vauban, pour peut-être créer des liens entre vous. Sympathiser un petit peu, ne serait-ce que le fait qu'on m'ait soigné est une motivation en soi pour sensibiliser. Vous pouvez parler par exemple de vos particularités de vos personnages. Ce que en perçoivent les autres. Ouais, je
justement, Vauban il parle très peu, mais personne n'a jamais vu son visage. Quand vous voyez ses mains, elles sont livides. Ça va pas trop plus loin en fait. Si vous avez pu remarquer qu'il méprise les mutants, qu'il méprise les femmes, et qu'il méprise autant les Italiens que les Slovaques. Voilà. Oui, mais tu parles peut-être pas que de ce que tu détestes. Tu parles Bien peut-être sûr. du fait Non, que bien tu es un sûr. scientifique et que tu t'intéresses à la science. Ça peut- Tout à fait, ouais. Il est attiré par tout ce qu'il ne comprend pas. Il a envie de. Enfin, vous avez remarqué qu'il il a une curiosité plus que débordante. Et derrière son armure aussi, il a l'air. Sa voix et son attitude démontrent quand même qu'il est assez jeune aussi. Alors, de toutes tes valeurs morales, ça va être celle au score le plus élevé qui va ressortir. Ouais. Donc, soit ta loyauté envers l'Ordre du Furet et Tarragorm, ou soit ta loyauté envers Huon. Mais même ton mépris envers les Européens, envers les femmes, envers les mutants, tout ça, tu peux le mettre de côté à cause de tes scores de loyauté. C'est ce qui va ressortir en premier, quoi. Et si tu veux, tu peux tenter de les cacher en résistant avec ton pouvoir. C'est ce que je veux faire, justement. Je ne veux montrer que ce que j'ai dit. D'accord, donc comme c'est 2 scores à 13, que ce soit l'un ou l'autre que tu choisisses, ça sera le même score. T'as combien en pouvoir ? T'as 12. 12, c'est donc t'as 45% de chance de pouvoir cacher ces 2 valeurs morales-là. Et donc 52, tu rates, et donc t'es... ou 58 même. En tout cas, dans tous les cas, tu dois indiquer voilà, une de tes 2 valeurs morales les plus élevées que tu ne pourras pas cacher à Kleindorf et à Aliona. Et à Arienne. Vauban semble avoir peur d'une entité, de quelqu'un ou de quelque chose. Quelqu'un. Et il arrive parfois que. Il mentionne, on va dire. Attendez, Arienne, en tout cas, lui, n'arrive pas à cacher une certaine admiration pour l'Empire de Grand-Breton. Ouais. bah. Comme ça, tu te rapproches de lui. Alors, Arienne vous dit, voilà, l'Empire des Glaces de Scandinavie a beaucoup apporté à l'Europe, mais il devenait de plus en plus violent, et les Vikings pillaient toujours plus les pays européens, et quand même, la Grande-Bretagne a brisé cette domination qu'avait l'Empire des Glaces, quoi. Les partis, ils butent tout ce qu'ils croisent, ou alors ils prennent en servitude. C'est génial. Sur leur île. Sur leur île. Ouais. Oui, bien sûr. Ils sont chez eux, quoi. Ils sont chez eux. Ouais. Comme s'ils organisaient jamais d'assaut en dehors de leur île. C'est très très ponctuel. Enfin, ouais, par exemple, l'histoire de l'Asticot, c'est vraiment des circonstances malheureuses, mais c'est très rare quand même, ce genre d'histoire. Ouais, bizarrement, c'est des histoires qui sont tellement rares l'Asticot n'est pas le seul à avoir vécu ça. Ok, bon, alors là, tes réponses, Kleindorf, ne plaisent pas trop à Arienne, qui écourte la conversation avec toi. Je me doute, j'ai des Grand-Breton à 12, c'est le plus élevé. Ah, d'accord. Alors, c'est pour ça, en fait, quitte à en montrer un peu. Alors peut-être à cause d'Arienne, à cause d'Arienne, Kleindorf montre un peu que sa valeur morale la plus haute, c'est une haine des Grands-Bretons. Vauban va dire le jour où l'empereur vous tombera dessus, vous regretterez vos paroles, Kleindorf. En même temps, il y a énormément de gens qui n'avaient rien dit ni jamais critiqué les Grands-Bretons et qui se sont fait complètement exterminer. Donc qu'on ait des paroles déplacées envers eux ou non,
Ils sont tellement forts et n'ont aucun regard sur les autres personnes, donc ils écraseront ce qu'ils ont envie d'écraser, c'est ça le principe. Il y a une logique à tout ça, hein. Le prophète grand-breton, il compte faire de la Grande-Bretagne un monde juste et fort. Il compte éclairer l'Europe comme elle le mérite. Ah oui, je suis d'accord. Des tonnes et des tonnes de napalm réparties sur la Grande-Bretagne, ça résoudrait les problèmes de l'Europe, oui. Non, mais comme l'a dit notre ami, c'était pas beaucoup mieux avant, hein. On s'était habitué au pillage. Ça restait des pillages. Non. Moi, je pense que c'était pire. Tant qu'ils restent sur leur île, on est le jour où tranquille. ils attaqueront votre village et extermineront toute votre famille, on verra comment vous en parlez après. Alors, parallèlement à votre discussion, vous voyez aussi que Ranael, qui a appris que Aliona était originaire des Carpates, il l'évite et il a l'air un peu de la craindre, hein. En tout cas, il trouve désagréable son accent slave. C'est lié à son passé. Et Aliona, alors toi, t'as quoi comme valeur un peu que tu peux essayer de cacher, hein, d'ailleurs, hein. Pareil que Kleindorf. Elle va pas essayer de le cacher. Ouais. C'est pas spécialement négatif, mais elle va se montrer qu'elle sait se débrouiller toute seule, qu'elle cherche pas forcément tout le temps à rester collée aux autres, machin. Ouais. C'est-à-dire, elle va. S'il y a une discussion et qu'elle a envie d'y participer, elle participera, mais si ça ne l'intéresse pas, elle va pas forcément rester là à écouter les gens. Mhm. Mais il y a Vauban qui va venir lui dire. Ranael, il t'évite parce que il s'est échappé des griffes d'un savant cruel qui vient de chez toi là-bas, dans les Carpates. Ah, il y a des savants intéressants dans les Carpates. Ouais, ça se prétend savant. Voilà, c'est que des. Regardez ce qu'ils lui ont fait. Et comment tu sais ça? C'est fantastique. Vous plaisantez, vous avez vu son. Regardez, il n'a plus rien d'humain. Ah, il a des griffes à la place des mains, il a une peau chitineuse, il est très laid. Il y a Liona qui va te demander comment tu sais que. Qu'il est des Carpates. J'écoute. D'accord. Tu devines un sourire, hein, sous le casque. Ah, c'est compliqué de deviner un sourire sous le casque. Oui, mais dans le ton, ouais, c'est ça. Très bien, très bien. En tout cas, Vilda peut vous raconter l'histoire de Ranael, si vous voulez, au coin du feu. Ah, bah, pourquoi pas. Moi, je m'intrigue. Ouais. Elle va aussi écouter, elle va voir un peu curieuse. Donc elle vous dit que Ranael n'est pas né mutant. Ce n'est pas un mutant naturel. C'était un habitant des Carpates et qu'il a été capturé et utilisé comme cobaye dans un laboratoire. Et il a réussi à s'échapper des griffes d'un savant cruel qui l'avait réduit à l'esclavage et qui voulait faire de lui une arme biologique ultime. D'où son armure chitineuse et ses griffes redoutables, sa force surhumaine et sa rapidité prédatrice. Elle vous déconseille... Il a plus que ce qui est visible. Elle vous déconseille de lui demander d'enlever son foulard parce que son visage a l'apparence d'un crâne humain, hein. Enfin, il est très squelettique et la vision de son visage peut être traumatisante.
Ah, ça explique peut-être pourquoi il a mal pris quand je lui ai posé des questions quant à son apparence. Ouais. Il est en plus naturellement méfiant, étant considéré comme un mutant. Forcément, son apparence le rend un peu isolé et exclu naturellement de toute tentative de lien, de sociabilité. Ce qui amplifie son côté un petit peu sauvage, son côté bestial. S'il n'avait pas été recruté par la compagnie Passelia, il aurait pu finir chez les seigneurs de guerre. Hein. Vous dit Vilda. Ouais, je suis content qu'il n'était pas en face de nous. Je veux bien vous croire. Mais n'oubliez... On est posé. Vilda vous dit de ne jamais oublier que l'apparence peut souvent être trompeuse et peut souvent cacher soit un cœur bon ou un cœur cruel. Et que Ranael a un bon fond, même si son apparence est horrible. Et qu'il ne faut pas le juger sur ça. Actuellement, on s'est posé pour la nuit, c'est ça? Ouais. Vous avez discuté entre vous et vous allez reprendre le voyage le lendemain.